Des hauts et des bas. Le club des éditorialistes, mesuré par Thomas Binet. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Et voilà, nous venons de suivre forcément différemment les uns les autres l'allocution du président de la République qui est 20h28. Pendant 28 minutes, le président de la République nous a déroulé une feuille de route de son bilan et probablement de son projet de futur candidat. Alors avant de commencer à regarder, on ne traitera pas tout dans les détails ce soir, c'est trop chaud, mais avant de regarder sur le fond, moi je voudrais me tourner vers vous, Élodie, sur la forme, parce que c'est toujours intéressant ce genre d'intervention. Le pupitre, assez solennel. Les éléments de langage, est-ce que c'était des mots vides de sens ? Quelle est votre analyse sur ce que vous venez d'entendre dans la posture, dans les mots utilisés ? Alors moi j'ai appris cette question financière parce que j'étais pas du tout au courant qu'effectivement pour se connecter au flux élyséen, il fallait débourser et ouvrir le portefeuille. On comprend un peu mieux où va l'argent finalement quand on voit cette mise en scène parce que c'est certes très sobre mais c'est très designé. On avait eu aussi d'autres interventions, notamment dans le bureau, où on avait vu, voilà, il y avait des œuvres d'art, mais enfin d'ailleurs très esthétiques, très jolies, mais on voit à quel point il y a un souci de perfectionnisme, justement dans l'image, ce fond blanc sobre, il n'y a rien qui dépasse, tout est quasiment parfait, on sent qu'il a répété ça pendant des heures, ça va même jusque dans la posture. Alors c'est toujours intéressant quand on regarde les dynamiques corporelles, la gestuelle, de pas toujours s'attarder aux premières secondes, voire même aux premières minutes, parce qu'il y a toujours, mais bon, on peut se dire que c'est normal, il y a toujours un petit peu le trac de prendre la parole, même quand on est très habile et exercé. Donc le corps se met toujours en position de verrouillage. Donc il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est normal, c'est du contrôle, de l'hyper-contrôle, souvent sous l'effet du stress, comme je vous le disais. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu après ce qui se passe, parce que le corps ne peut pas rester en verrouillage en permanence. Mais voilà, tout est travaillé, tout est fait. Bon, à un moment donné, il faisait des choses un peu bizarres avec ses doigts. Sans doute, on lui a dit, il faut faire comme ça, ou je sais pas. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus ? Parce que on pourrait imaginer, mais nous on est tellement aussi en France, il faut qu'on prenne nos responsabilités dans cet imaginaire de l'homme providentiel qui va être parfait, etc. Donc on sent qu'il a bossé le truc toute la journée. On aurait pu, on pourrait attendre aussi d'autres types de personnalités qui s'en fichent un peu, qui soient pas que sur la forme, qui s'intéressent plus au fond. Certes, l'image serait moins esthétique, mais ça pourrait donner autre chose. Là, on sent que tout est millimétré. C'est pas très agréable à regarder. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure on parlait de nos deux cerveaux. C'est vrai qu'il y a un de nos cerveaux qui est celui mammifère, Homo sapiens, on s'observe les uns les autres, qui est très sensible à cette question de l'authenticité. Et dernièrement, alors c'est assez récent, ça date d'il y a quelques années, mais on pensait que le geste avait une fonction purement rhétorique, c'est-à-dire là pour faire joli, et en étant co-verbal, c'est-à-dire juste accompagnateur du verbe. Mais non, c'est pas du tout le cas. Le geste est préverbal et c'est parce que je bouge mes mains que mon activité cognitive est possible. Et ce qui est très désagréable quand on regarde ce type de discours, et là où on voit jusqu'à quel point c'est contrôlé et travaillé, c'est qu'effectivement, le geste est en même temps que le verbe. Mais c'est parce que c'est une rhétorique contrôlée. La réalité, c'est que quand moi je vous parle, mon geste, il est toujours un petit peu en avance. Il est toujours quelques secondes à l'avance de ma pensée. Et ce qui donne le côté très figé, c'est que justement, il y a une espèce de truc de « Ah tiens, je dis ce mot-là, alors hop, je vais faire mon doigt là ». Mais dans la vraie vie, ça se passe jamais comme ça. Donc, il y a un côté assez marionnettiste qui est très désagréable. Et j'emploie à dessein cette formule du marionnettiste. Il y a quand même de la manipulation là-dedans. Je dis pas qu'il faut pas travailler ces prises de parole, mais il y a un moment donné, c'est tellement too much que c'est contre-productif. Parce que nous, ce qu'on attend, c'est l'authenticité, on est très sensible à ça. Peut-être que des prises de parole comme ça, on parlait de Gaulle, ça passait, c'était très bien, mais aujourd'hui, on est sur d'autres registres. Mais c'est incroyable comment il n'arrive pas à être dans les intermédiaires, dans l'entre-deux. Soit c'est hyper contrôlé, il n'y a rien qui dépasse et on le sent, soit c'est je vais faire des roulades sur la pelouse de l'Élysée. Il y a peut-être un entre-deux qui serait intéressant à investir, mais lui ne va jamais effectivement sur ce terrain-là. On a vu réapparaître aussi, même s'il n'avait pas totalement disparu, le pupitre du candidat.
Oui, alors c'est tout à fait mais c'est intéressant oui, de soulever parce que... Mais complètement. Là, on est dans un bilan, c'est-à-dire qu'on n'est pas tant sur des mesures sanitaires, bien qu'on va en parler, mais on est surtout sur un bilan de quinquennat. On est sur une candidature à la présidentielle et effectivement, tous les codes sont là. Et ce qui est très intéressant, il y a aussi des petites manipulations sémantiques qui sont assez... Bon, quand on les voit, on se dit vraiment, ils ont que ça à faire de penser leurs phrases comme ça. Bon, vous voyez l'utilisation des pronoms personnels, par exemple, les nous et les je. C'était très intéressant de voir qu'au début du discours, il y a beaucoup de nous. C'est nous dans la crise, c'est nous dans la pandémie. Mais hop, vers la fin, là, quand je suis en train de dresser le bilan, là, c'est je. Et par exemple, c'est pour cela que j'ai lancé le plan France 2030. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif, c'est nous. On va assumer la dimension néfaste ensemble. Par contre, tout ce qui est du projectif, qui va être bien, et là, je te construis un imaginaire, je t'hypnotise un petit peu pour que tu puisses voir à quel point demain, ça va être bien grâce à moi. Là, c'est je. Donc, il y a une espèce de dichotomie comme ça entre le nous négatif et le je positif, qui est tellement visible que oui, c'est un discours de pré-campagne et c'est un candidat. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites, mais est-ce que ça marche encore, très sincèrement? Oui, parce que qui va s'amuser à compter les pronoms personnels? Non, mais est-ce que ça marche vraiment? Oui, parce qu'en fait, quand je parlais volontairement de ces deux cerveaux, ce cerveau limbique, qui est le cerveau décisionnaire, qui est le système 1 de Daniel Kahneman, il adore qu'on lui raconte des histoires, il adore qu'on le prenne par la main, et on y croit. Et en fait, la magie des mots, c'est pour ça que les mots, il ne faut pas les piétiner, il ne faut pas les vider de leur sens. Les mots sont magiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il dit « notre économie crée des emplois comme jamais », mais c'est un présent à valeur de vérité générale, on y croit, on est dedans. C'est-à-dire que c'est très difficile, cette posture de se dire « attendez, je vais mettre sur pause, je vais décortiquer et je vais être sûr, je vais vérifier que ce ne soit pas la réalité ». C'est très difficile, notre cerveau humain, il n'est pas câblé pour être sur ces instants, d'être dans ce métadiscours, c'est-à-dire d'être dans une analyse du discours. Donc, dès que vous avez un flot de paroles comme ça, pour le peu que ce soit un peu long en plus, pour le peu que ce soit un peu lancinant, pour le peu que ce soit un peu monotone, vous êtes hypnotisé. Et c'est difficile de déchiffrer, de dire stop, de craquer un peu ces types de discours-là. Donc voilà, c'est toujours un exercice qui réussit plutôt bien, mais voilà, encore une fois, soyons vigilants. Et c'est vrai qu'il a une capacité à détourner les usages sémantiques assez exceptionnelle. Maurice Perrier, je me tourne vers vous, parce qu'avant l'allocution du président de la République, je vous ai demandé ce que vous en attendiez. Vous nous avez spontanément répondu la levée du pass sanitaire. Bon, je pense qu'Emmanuel Macron ne vous a pas regardé avant son allocution, notoirement, puisque, au contraire... Ben non, il ne donne pas l'audience, il ne donne pas l'antenne et il ne regarde pas non plus TV. On n'a pas payé, c'est pour ça. Non, au contraire, c'est que il a dit la vaccination, les gestes barrières et les passes sanitaires, grâce à ça, on pourra continuer à vivre. Donc, ça veut dire... Rien ne change. On ne peut pas vivre, sinon c'est quand même incroyable. Parce que à la fin, en plus, il dit n'ayez pas peur et tout ça. Alors qu'en fait, sur le Covid, c'est une politique de peur, strictement de peur, de faire peur aux gens. C'est du pur anxiogène. Alors, ils sortent les stats qui les arrangent. Là, cette fois, c'était le vaccin amène 11 fois moins de formes graves. Il y a quelques mois, c'était le vaccin rend 10 fois moins contagieux. Et après, c'était 4 fois moins contagieux. Après, c'est des trucs comme ça. Alors, bien sûr qu'il y a moins de formes graves, mais il pourrait dire que il faut qu'on reprenne les gestes barrières. Que cet été, il n'y a pas eu de saturation dans les hôpitaux pendant la vague Delta, qui était la plus infectieuse, mais il n'y a pas eu de danger. C'était en métropole, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Et on n'a jamais mis ça en avant. On a juste mis il y a beaucoup de cas, mais en fait... On voit la peur, on veut faire peur. Je ne sais pas pourquoi, quel est l'intérêt en fait de faire peur, parce que je ne pense pas que ça se sais pas. Il parle de l'économie, on n'a jamais créé autant d'emplois aussi. Bon, alors moi, je n'ai pas épluché les chiffres, mais on est toujours un peu sceptique quand on entend ça. Après, il y a la croissance, mais c'est sûr que l'année dernière, il y a eu une telle récession que forcément, vous avez un rebond. Donc, vous pouvez dire on n'a jamais fait mieux, mais c'est normal, on n'avait jamais fait pire. Donc, oui, je vous interromps, mais quand vous dites pourquoi il fait peur, on a observé dans les derniers scrutins que la peur qu'on a eue depuis 2 ans, les élections municipales, etc., les régionales, ça a été une prime aux sortants.
Ouais. Souvent, la peur installe une reconduction du sortant. C'est peut-être la réponse à votre question. Oui, c'est possible. C'est sûr que la peur, ça fait genre, ça justifie un peu ce qu'il a fait. Et, faites-nous confiance, il n'y a que nous qui allons vous sortir de là. On a les manettes et on maîtrise la situation. On continue. C'est des logiques d'obéissance. On maîtrise la situation, mais sauf que c'est... Logique d'obéissance, vous dites, Élodie ? Ah oui, soumission volontaire. Et puis des logiques d'obéissance, effectivement, la peur fonctionne toujours très très bien. Donc c'est de la manipulation. Ah bien sûr, oui. D'accord. Je parlais d'infantilisation tout à l'heure. La peur, ça fonctionne très bien. Les logiques de culpabilisation aussi. Ah, il y a eu beaucoup de contamination, c'est la faute aux jeunes, pas assez de responsabilités, trop de fêtes, etc. Ça fonctionne très bien. Et puis, il y avait un aspect que j'avais trouvé très intéressant aussi à noter. C'était ce qui est de l'ordre de la moralisation dans des espaces déplacés. C'est-à-dire, par exemple, le préfet allemand, quand il dit « Nous serons là pour les Français qui continuent dans leurs intentions stupides ». Mais non, mais il est préfet, ça n'a pas à être stupide. Au mieux, c'est illégal, mais ça n'est pas stupide. Donc, tout ce qui est de jouer sur les registres moralisateurs, mais dans des contextes complètement déplacés, eh bien, tout ça, ce sont des mécaniques, effectivement, d'obéissance et de soumission et de servitude. Hein. Sébastien, on va revenir vers vous pour le volet économique dans un instant, mais on va rester sur le sanitaire. Didier Maistot, surtout le volet sanitaire. Mais est-ce que vous êtes surpris ? Non. Non. Mais que nous a-t-il dit ? Oui. Bon, vous avez vu, on a fait tout ce qu'il fallait. On est plutôt meilleur que nos voisins. Les vaccins, ça marche. Il faut la 3e dose. Soyez responsables. Donc, infantilisation. Si vous vaccinez pas, les gars, c'est pas sérieux. Bon, moi, j'ai tout bien fait. La croissance est là, c'est le plein emploi. D'ailleurs, il y a tellement d'emplois que chaque fois que je vois un chef d'entreprise, il trouve personne. Par contre, il y a des gros feignants en France. Et là, j'ai pas tout fait, mais ça, je le fais. À partir du 1er décembre, quick, c'est fini. Et Pôle emploi, comme si Pôle emploi allait trouver du boulot. C'est un autre. Ça, c'est un vrai truc parce que c'est un vrai sujet parce que moi j'ai bossé avec eux et c'est vrai que à un moment donné ils me disent non mais de toute façon nous on n'est pas là pour trouver de l'emploi aux gens. Je dis mais changez de nom, appelez-vous Pôle formation, je sais pas mais pas Pôle emploi quoi. Pôle chômage. Oui, Pôle chômage. Mais il y a un vrai problème de sémantique. Que nous dit-il pour conclure ? Il nous dit mais bon, vous avez vu comme je suis fort. Il y a eu le Covid, il y a eu des crises, il y a des attentats, c'est la guerre. Donc dramatisation, peur. C'est des logiques d'ascenseur. Voilà. Les retraites, je reporte. Mais je vais le faire, hein. Vous avez vu, parce que je suis quelqu'un de constant. Je ne suis pas dans l'excellence totale, parce que j'ai eu des facteurs exogènes qui m'ont empêché d'aller dans l'excellence. Mais j'ai quand même été pas mal. Et effectivement, il y a l'emploi du nous, puis du je. C'est en gros, vous avez subi, mais moi je suis là, je tiens la barre. Et rien ne va... En fait, en plus, rien ne change dans sa politique. Il n'y a aucune annonce. Il fait juste un bilan. Et on voit aussi un homme sans émotion, comme l'a dit Élodie. Parce qu'on voit effectivement qu'il y a... tout est millimétré. On voit que ce n'est pas naturel. Personne ne parle comme ça. Personne ne met les doigts comme ça. Personne, si vous voulez... C'est vrai que le geste précède la parole. Quand vous voulez être convaincant, vous faites... Bon, là, on voit que tout est absolument millimétré, que rien ne va changer. C'est froid, il n'y a aucune vie, il n'y a aucune chaleur. Et on connaît toujours la gradation à la fin. En plus, il y a ce ton un peu de curé, là, comme ça. Condescendant. Hein, mes chers, et on attend juste, mes chers frères et sœurs, je vous bénis, amen, urbit et orbi. Puis à la fin, il y a toujours les mêmes éléments de langage. On finit sur croyons-nous, croyons. Hein, voilà, on n'est pas dans la connaissance, on est dans la croyance. D'abord le registre de la peur, le registre de l'obéissance et donc de la soumission, et après, enfin, l'espoir, la projection, l'espérance. C'est presque un discours un peu catholique sur le retour, je dirais. Il y a de ça. Jésuite. Et c'est le côté un peu curé d'Emmanuel Macron. Hein, voilà. Alors, un curé qui est borde, mais un curé quand même. Didier Maistot, Brice Perrier, je voudrais rester sur le volet sanitaire, puis après on va parler un peu de l'économique quand même. Il nous reparle du port du masque à l'école, dans les mesures évoquées. Après le 15 décembre, nouvelle dose pour valider le pass sanitaire. Ça, c'est l'information. Pour les plus de 65 ans, mais merci de le préciser. Ça, c'est quand même l'information du moment. Oui, c'est la nouveauté. 3e dose pour le pass. C'est une campagne pour les plus de 50 ans, mais là, apparemment, c'est pas un élément. Vous n'êtes pas surpris sur la base du volontariat, c'est une campagne. Non, on n'est pas surpris. Après, c'est aussi, par exemple, vous avez cette histoire d'immunité naturelle, l'immunité du vaccin qui au bout de 6 mois. Tout ça. Là aussi, c'est des discours qui changent parce que
on avait quand même il y a quelques mois encore un discours qui était de dire qu'en fait l'immunité du vaccin était supérieure à l'immunité naturelle, ce qui est pas logique, En général, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, c'était une information qui passait. Puis là, vous avez vu pas mal de publications qui montraient que non, que l'immunité naturelle était 4 fois, des fois il y en avait qui étaient 10 fois. Il y a des études un peu contradictoires, mais quand même, c'était plus. Et là, voilà, on se rend compte que non, c'est moins bien, donc on va remettre une dose. Et pourquoi pas d'ailleurs? Après, c'est à qui donner des doses, pourquoi mettre des masques aux enfants, sachant qu'il y a le paramètre numéro 1, quand même, comme il dit, on écoute les autorités scientifiques qui donneront des modalités pratiques. Alors, je ne sais pas quels sont, c'est peut-être le conseil scientifique, qui est aussi dans un discours quand même très de peur et de mesures maximales, quoi. Mais les autorités scientifiques, aujourd'hui, c'est acquis que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. Donc, toutes ces choses-là, de dire pour vivre en liberté, il faut le pass, les gestes barrières, tout ça. Faut peut-être tout ça. Alors après, il faut peut-être aussi dire qu'on peut vivre avec c'est un mensonge, il faut le dire. On peut, et puis qu'on peut vivre aussi avec le virus, que le vaccin sert aux personnes fragiles, qu'on a vu que les hospitalisations des personnes fragiles, les hospitalisations chutent avec le vaccin. Par contre, on a dit aussi beaucoup cet été qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui étaient, quand vous regardez les statistiques de Covid Tracker, les jeunes, c'est kiff-kiff cet été et l'hiver dernier. Donc, en fait, ça ne change pas énormément de choses, le vaccin chez les jeunes. C'est chez les personnes à risque, vous donnez le vaccin et après, laissez un peu vivre les gens plutôt que de les mettre dans la peur et de les contraindre et d'emmerder surtout les gosses à leur coller des masques dès la maternelle, enfin de la primaire. Ce que j'ai pas compris, c'est pour la validité du pass sanitaire. Pour la 3e dose. Pour les plus de 65 ans. Pour les plus de 65 ans, à partir du 15 décembre. Il a pas dit 3e dose, il a dit rappel. Un rappel. Et campagne de rappel pour les plus de 50 ans. Ouais, donc sur la base du volontariat. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est aussi, excusez-moi, si vous me permettez, une espèce de glissement sémantique. On ne dit pas 3e dose, on dit rappel. Alors que ce n'est pas un rappel. C'est la 3e dose. C'est la 3e dose. Puis c'est un pied dans la porte, parce qu'au début, on met l'âge, et puis petit à petit, on va diminuer. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois, d'ailleurs, en fait. Il reprend le même plan de... C'est ça, exactement. Alors, Sébastien, vous avez pris la parole. Je vais vous la laisser, justement, parce que je voudrais qu'on aborde, il nous reste encore quelques minutes pour débriefer cette intervention du président de la République. Je voudrais qu'on aborde quand même l'aspect économique, parce que ce n'était pas simplement une allocution pour nous parler de notre santé. C'était déjà un bilan et un programme, soyons très clairs. Il a parlé du PGE, le prêt garanti par l'État, du chômage partiel, il a parlé de plein de choses. Déjà, sur le volet économique, dans sa globalité, vous l'avez entendu comment ? Alors d'abord, dans la globalité du discours, et notamment en termes de durée, j'ai un peu regardé la montre, ça a plus été une intervention pour faire son bilan économique et se projeter dans sa future campagne de réélection qu'une intervention sanitaire stricto sensu. Ça, c'est le premier point important. Procédé que je n'accepte pas en démocratie, qui est d'utiliser un contexte anxiogène, la crise sanitaire. Les gens veulent l'écouter pour entendre ce qu'il a à dire sur le sanitaire, ça concerne leur vie. Et puis, in fine, les 2/3 du discours, c'est quand même son bilan économique et social et ce qu'il va faire dans le futur, s'il était réélu. Donc, il y a quand même un procédé là qui, je l'espère, sera dénoncé par certains journalistes. Alors, moi, je retiendrai un terme important que j'emprunte à Emmanuel Macron lui-même, puisqu'il a parlé de cavalcade. Donc, c'est lui qui a bâton rompu pendant, en fait, si on compte, sur les 28 minutes, pendant au moins 17 ou 18 minutes, a égrené un petit peu ce qu'il a fait. Il s'est délivré une forme d'autosatisfaction, comme l'a fait Bruno Le Maire aujourd'hui, qui a sorti un livre qui fait le bilan économique de ce qu'il a fait à Bercy avec Macron et qui se projette déjà dans un potentiel second mandat. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? D'abord, il continue de sortir le chéquier. Il a 2 annonces. La question des PGE, prêts garantis emploi, ça a bien fonctionné pendant la crise, mais ça a coûté beaucoup d'argent, quasiment 80 milliards d'euros. Et moi, j'avais commencé quand même en mai dernier à faire des rendez-vous à Bercy sur la question de la restructuration de ces prêts. On sait qu'il y a eu des effets d'aubaine, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rembourser. Donc on disait qu'il faut lancer assez vite le gigantesque chantier de restructuration des PGE. On ne peut pas les garder tels quels. Or, ça devait normalement s'arrêter en septembre, puis en décembre, et maintenant on les repousse en juin. Donc pendant combien de temps on va se traîner ce fardeau-là? Surtout, après l'élection présidentielle. C'est ce on repousse ça après l'élection présidentielle. En fait, il ne veut pas assumer la fin des PGE avant l'élection d'avril, bien évidemment. Deuxième point, la question des maisons de retraite. Il a annoncé un effort d'investissement massif. Il y avait déjà de ça dans le plan de relance, mais en fait, il a doublé un petit peu le chèque. Donc, il faut que je fasse les calculs, mais je crois qu'il va y avoir 9 milliards d'euros de plus d'engagement.
plus les PGE, ça va coûter un peu d'argent. C'est encore un petit ticket à 15 milliards. Hein. Il y a eu quelques jours 5 milliards pour les jeunes, etc. Ça commence quand même à s'additionner tout ça. Vous avez la mesure pour les jeunes, il l'a rappelé, c'est en mars. De croissance et de ruissellement. Voilà. Alors sur la croissance, qu'est-ce qu'il a dit? On est les meilleurs en Europe. Oui, mais on a été parmi les plus mauvais en 2020. Donc comme on a fait moins 0,3%, c'est pas trop surprenant de faire plus 0,5%. Et finalement, on va retrouver d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine le niveau de PIB qu'on devrait avoir. Mais encore une fois, on a été plus mauvais que les autres en 2020, donc c'est normal. Donc sur 2 ans, le bilan est neutre. Il s'est délivré un autosatisfecit sur ce sujet-là, sur la question du chômage aussi. Mais là aussi, on le sait, il a déversé tellement d'argent dans l'économie, parce que quand on fait flamber, bien évidemment, autant la dette, quand on pratique le quoi qu'il en coûte, et qu'en plus, alors il a parlé de sa dernière réforme de l'assurance chômage, mais il en avait fait une au début du quinquennat, donc il y a quand même des règles d'indemnisation plus dures. Il y a beaucoup de gens qui ont été sortis de la catégorie A, c'est celle qu'on mesure, qui sont faites en catégorie B et C. Donc si vous prenez l'ensemble des 3 catégories en France, ce qu'on appelle le halo du chômage, on est toujours aux alentours de 10%. On a un stock de chômeurs qui est le même, c'est juste qu'il y en a un certain nombre, et ça s'est accru, qui sont en formation ou qui sont en chômage à temps partiel non voulu et qui sont sortis des statistiques. Donc la baisse du chômage, ça, pour l'instant... C'est très important parce que ça, c'est un stimulus pavlovien. Quand il dit « je vais retirer » parce que tout le monde va dire « oh là là, c'est horrible », etc. Il ne va rien se passer. Hein. Non, il ne se passera rien du tout. Donc, simplement, ce sont des marqueurs idéologiques pour aller draguer LR voilà. Pour embêter un petit peu la gauche radicale en disant etc. Et pour dire moi je suis pas mou et ce que vous proposez je le fais déjà. Et je peux vous garantir qu'il y a un bon tiers de la partie sur l'économie et sur les perspectives qui a dû être réécrite entre hier soir et aujourd'hui parce qu'il s'est positionné exactement par rapport aux grands marqueurs du débat LR, du congrès LR d'hier sur les retraites. Il a enterré sa réforme des retraites. Oui, j'allais vous en parler. Il l'a enterré pour ce quinquennat-là. Dans le même temps, Sébastien, pardon, il l'avait déjà un peu dit parce que... Il l'avait plus ou moins dit, vous avez raison. Oui, pour préparer notre débat de ce soir, moi je vais reprendre une de ses déclarations. Pour la réforme des retraites, non, on ne pourra pas la faire tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée. Alors a priori, la reprise est bien assurée, mais notoirement pas le contrôle parce sanitaire. Parce qu'on est trop bon. Mais sur Pôle emploi, sur la relance de la construction des réacteurs nucléaires, c'était entièrement nouveau, et même sur la promesse d'une nouvelle loi sécurité intérieure, donc on ne connaît pas encore le contenu, mais on voit très bien qu'il réagit en fait aux piliers du débat hier et aux marqueurs idéologiques de LR pour aller chasser sur leur terre, c'est évident. Élodie. Oui, d'ailleurs, on s'était souvent posé la question, est-ce que Macron est de droite? Est-ce qu'il est de gauche? Et il y a un linguiste qui s'appelle Damon Maffrey qui a fait travailler l'intelligence artificielle puisqu'il a rentré dans un ordinateur des discours plutôt de gauche, donc Blum, Jaurès, et puis des discours plutôt de droite, Poincaré, Chirac, etc. Et il a rentré ceux de Macron pour voir justement où est-ce qu'il se situait. Et donc les résultats, c'est avec Emmanuel Macron, on arrive toujours en gros à 60% de discours à droite et 40% à gauche. Donc c'est évident effectivement que ce discours d'aujourd'hui se positionne en miroir par rapport au débat au Congrès qu'il y a eu hier. Mais bon, c'est une suite logique, effectivement. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Il est allé, je pense, un peu plus loin si on l'analysait. Bon, je ne suis pas une intelligence artificielle, donc je suis bien moins intelligent, mais je pense que là, comme c'est la fin de la campagne, la fin de son mandat, plutôt le début d'une campagne, il est plus dans des marqueurs non engageants. C'est-à-dire, il n'est pas obligé de dire, bon, déjà, il n'a pas toujours dit la vérité. Le nucléaire, hier, ça a été un point. Alors, le nucléaire, à part... Justement, j'allais y venir. Mais sur le chômage, il envoie des phéromones, là, sur le chômage, sur le fait de, en gros, les gens, il y a tellement d'emplois, ça ruisselle. Ouais. Ils font aucun effort. Il faut sanctionner les feignants. Il faut sanctionner les feignants. C'est ça qu'il nous dit. Il se positionne effectivement aussi. Alors là, c'est plus engageant, mais il l'avait déjà dit sur le nucléaire. Il avait laissé entendre sans embâche que de toute façon, tout le reste était bien beau. Et il avait sifflé un petit peu la fin de la récréation pour ce qui concerne les énergies. Et c'est peut-être le seul truc intelligent, je trouve, qu'il ait dit pour l'avenir, parce que même si c'est souhaitable, là je me positionne un peu, mais d'avoir des énergies renouvelables, recyclables et moins polluantes, ou en tout cas elles ne sont pas polluantes, mais avec moins de risques fatal, si on peut dire, voilà, c'est le seul truc un peu rationnel. Mais ça reste quand même des marqueurs très idéologisés, du coup,
en direction d'un électorat qui aime quoi? La sécurité, parce qu'il nous a parlé de loi de sécurité globale, qui aime être rassuré et qui veut quand même une économie très, très libérale. On fait confiance au marché, on réprime ceux qui ne travaillent pas, on réprime ceux qui manifestent et on flatte les policiers. Voilà ce qu'il nous a dit, dans une Europe apaisée et magnifique, main dans la main, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. C'est ça qu'il nous a dit. Mais Brice Perrier, sa volonté de redévelopper le programme nucléaire, comment ça va réagir d'après vous? Parce que c'est une annonce forte quand même, ça. J'ai l'impression que le programme nucléaire, ça devient de plus en plus consensuel. Ouais. Il y a de moins en moins d'opposition au nucléaire, ou alors elle est plus marquée chez certains écolos, mais avec le réchauffement climatique, il y a une espèce de consensus qui se fait autour du nucléaire, j'ai le sentiment. Donc, je suis pas sûr qu'ils prennent beaucoup de risques dans la classe politique en disant ça, parce que quels sont aujourd'hui les candidats, à part peut-être les écolos, quoi, mais à part eux, qui est très anti-nucléaire. Je sais pas, Mélenchon, il est... Ouais, et Mélenchon aussi. La seule variante, c'est le temps. Le temps pour en sortir, c'est tout. Hein. Et les moyens alloués, mais sinon, sur le fond, effectivement, il y a plutôt... Élodie. On parlait de cet ascenseur émotionnel, la peur d'un côté, les stratégies de culpabilisation, etc. Il faut voir l'autre versant. On a eu un bel échantillon ce soir. Le fantasme de la France comme grande puissance, ça c'est un leitmotiv qui est revenu en permanence. On parlait d'un De Gaulle fantomatique en tout début d'émission. Eh bien voilà, ça ce culte aussi des origines, cet âge d'or où la France effectivement avait encore quelque chose à dire d'un point de vue diplomatique, rayonner comme ça. Bon, là on est entretenu en permanence dans ce mythe, donc on est dans une véritable mythologie de la France comme une puissance très 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 importante. Ça fait partie de la stratégie d'ascenseur émotionnel. C'est je vous fais peur, je vous infantilise d'un côté, mais de l'autre, on est tellement géniaux. J'aimerais nuancer quand même à ce pas tous les que c'est un européisme BA qui nous vend. Est-ce que tous les politiques font pas ça? Mythifier un peu la France. Pardon. Effectivement. Alors ça, c'est des vrais marqueurs aussi à droite, effectivement, tout à fait, LR notamment. Oui, Sébastien, vous vouliez dire. Moi j'ai l'impression qu'il ne nous vend pas une France forte, il nous vend une France forte dans le cadre de la construction européenne. Il passe toute la fin de son discours en disant « seul on ne fera rien ». Et c'est un européisme BA qui me paraît complètement obsolète, qui est de moins en moins partagé par les Français. Mais le dernier marqueur spécifique de Macron et de la Macronie et d'En Marche, c'est quand même ça. C'est quand même une forme de progressisme européen et d'européisme. Et il prépare aussi, parce que c'est avec la présence de l'Union européenne. C'est intéressant là aussi le glissement. Il projette dans une France qui n'existe plus. En tout cas, il projette des rêves de grandeur. Et il dit quand même... assez vite, mais de manière discrète, mais il le dit, mais tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, et chaque fois, il corrige avec l'Europe. Et donc, il embraye en disant, d'ailleurs, nous allons prendre la présidence de l'Union européenne, et là, enfin, toutes nos qualités supposées vont pouvoir rayonner au sein de l'Europe. Dernier point, si je me permets, peut-être sur ça sera le dernier, cette Europe, ça risque quand même de se retourner contre lui, parce que nos voisins européens n'apprécient pas vraiment le fait qu'il puisse instrumentaliser cette présidence de l'Union européenne pour sa campagne, ils le savent. On arrive quasiment au terme de cette édition spéciale. Moi, je voudrais qu'en un tour de table rapidement, on puisse me sortir un mot. Je vais dans votre... Voilà, ça va vous plaire, Élodie. Un mot ou une expression qui résume bien ce qu'on a entendu du président de la République. Il y a des mots zombies, j'en parle souvent, des mots qui sont vidés de leur sens, mais il y a aussi des mots totems ou des mots idoles. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que dans ce qu'on a le plus entendu ce soir, c'est indépendance, autonomie, rester maître de nos vies. Ça c'est pour conjurer le réel quelque part. On a tendance à prendre les signes qu'on n'a pas. Alors ça m'inquiète un peu sur les prochaines semaines à venir qu'il y ait autant ces mots d'indépendance et d'autonomie. Pourquoi rester maître de sa vie? On l'est déjà. C'est un peu inquiétant. La campagne, comme vous le dites. Sébastien. Je t'ai déjà dit tout à l'heure, la cavalcade, c'est le mot. Vous avez retenu ses propres termes. Brice. Moi, c'est la seule fois où il a dit on va aller vers plus de liberté. C'était pour dire en fait que les gens pouvaient partir à la retraite progressivement, qu'ils allaient partir à la retraite plus tard. Donc, la seule liberté qu'on a donnée, c'est de travailler plus longtemps. C'est assez sympa. Didier Maistre, le mot de la fin pour votre analyse personnelle. Oui, moi aussi, c'est le mot cavalcade que j'ai noté. Alors, est-ce que ça sera un cavalier de l'Apocalypse? Parce que là, il s'est mis en scène lui-même, chevauchant un cheval fou, mais le domptant quand même. C'est à la fois un peu l'énergie, la volonté, l'effort, mais vous avez vu, le terrain était accidenté, mais j'ai tenu la bride. Mais si je tiens la bride, c'est pour mener
le cheval France à bon port dans cette écurie européenne. Mais je vous ai aussi tenu la bride, mes chers compatriotes. Mais c'était pour votre bien. Parce que vous êtes mes enfants. Et que si vous m'écoutez pas, si vous vous vaccinez pas, vaccinez-vous. Moi, c'est ça que je retiens. C'est ce côté manipulation, à la fois jésuistique, c'est vrai. Il y a tout à fait cette démarche avec ce ton condescendant qui est fin. Parce que quand on a de l'émotion et de l'empathie, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça, Thomas Bide. Croyons en nous. Qui parle comme ça? Personne. Avec un vocabulaire à la fois très dur, quand même. Le mot liberté n'a été prononcé, il faudrait regarder les occurrences, mais me semble-t-il qu'une seule, une ou deux fois. Et donc, le mot fraternité n'a pas été aussi prononcé. Il y a eu d'autres marqueurs de ce point de vue à la fin, qui sont de l'ordre du religieux, de l'espérance, de la projection vers un ailleurs fantasmé, mais pas du tout ici et maintenant. Quant à l'égalité, on voit bien, c'est un mot horrible, banni. Alors là, il y a un divorce tout à fait avec la gauche. Il n'a même plus besoin de dire égalitarisme ou égalité des chances ou équité. Il n'en parle pas. Et pour lui, l'égalité, c'est la fainéantise, la paresse des Français qui ne participent pas à l'effort national et européen. Voilà ce que je retiens. Heureusement, Di Maisto, que j'ai demandé un mot. Ça donne une grain à moudre à Élodie qui pourra nous l'analyser dans une autre émission. On n'a pas payé en même temps. On n'a pas payé. C'est notre temps, on en vrai, fait ce qu'on veut. Voilà, c'est tout. Il me reste à vous remercier tous les quatre d'avoir répondu à cet appel, et qui n'était pas du 18 juin en l'occurrence, de nous avoir accompagnés dans cette édition spéciale. Voilà, c'est fini pour ce soir. On vous retrouvera demain à 18h30 pour un nouveau débat, le Club des éditorialistes. Et puis on aura l'occasion de faire d'autres éditions spéciales. Merci de nous avoir accompagnés. Il est 21h. Vous pouvez retourner à vos activités habituelles et éteindre la télévision parce que maintenant, il n'y a plus rien à payer. Merci à vous. À demain soir, 18h30. J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à la France. Vive la République. Vive la France.